J'étais habitué à l'ancienne appellation. C'est un plaisir de retrouver ces deux auditeurs ce matin. En tout cas, c'est un plaisir également de vous avoir en direct de Dash Info. Voilà, merci. C'est le bon nom. Le bon nom. Dash Info. Babi Le Foutada, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Armand Diallo. Et je profite pour adresser un chaleureux bonjour à tous les auditeurs de Dash Info et Dash Media, qui est un très grand groupe qui vient en force. Et c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau avec vos illustres invités. Et c'est une joie ce matin de pouvoir échanger, non seulement avec ceux qui interagissent dans votre émission, mais surtout avec monsieur Didier Dengue de la Plume de l'Aigle. D'accord. Allez, rapidement, on va prendre le son du jour. C'est un son de 8 minutes. Voilà. Comme il est de coutume dans cette émission, le son du jour, c'est aujourd'hui, c'est Charles Ateba-Yéné, voilà, de Vénéré Mémoire, qui revient sur un problème d'actualité au Cameroun. Les crimes mutuels, on revient juste derrière. Du 2 décembre 2012 au 10 janvier 2013, c'est-à-dire un mois, 14 Camerounais ont été assassinés à Yaoundé. Et ces corps-là ont connu des mutilations. On a enlevé les pieds, les mains, la langue, les dents, parfois le vagin. Vous croyez que c'est un phénomène... ça ne veut rien dire. Ça veut dire beaucoup. Et je veux ajouter que, avant les crimes rituels à Yaoundé, les choses ont commencé à l'ouest. Lisez le livre. Vous allez voir les témoignages des anciens chefs de terre. On ne peut pas, quand on est un agitateur de conscience, quand on est quelqu'un qui sonne, qui tire la sonnette d'alarme, se taire devant un phénomène comme celui-là. Tout comme on ne peut pas se taire devant le fait que notre pays est sous la dictature des lots. J'ai écrit tout un livre de près de 400 pages là-dessus. On ne peut pas se taire du fait que dans notre pays aujourd'hui, il y a toutes sortes d'églises, y compris les Mormons, qui sont en train ils sont en train de s'installer. Cette Bible m'a été donnée par les Mormons. L'un des patrons d'Afrique centrale m'a reçu, on a discuté. C'est lui qui m'a remis ceci, parce que je lui ai dit, moi je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Donnez-moi d'abord toute la documentation pour que je puisse découvrir ce que c'est. Ils m'ont donné. C'est bien, mais en même temps, est-ce qu'on contrôle cette spiritualité? Il y a des phénomènes à Yaoundé tels que les jeunes filles vont chez les pasteurs pour aller se faire soigner, on bénit tout, on bénit le bic, on bénit le... Il y a un oncle, sa femme est allée entrer dans une église réveillée. Et dans son téléphone, dans le téléphone de sa femme, la sonnerie, c'est son pasteur qui parle. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Chaque fois que le téléphone de cette dame sonne, le mari, son cœur veut s'arrêter. Il dit, le pasteur a la voix dans le téléphone de ma femme. C'est quoi ça? Est-ce que vous comprenez? Vous lisez la presse. Parce que la presse rend quand même compte de la vie dans la société. À Yaoundé, dernièrement, un pasteur a mis 2 kilos de sel dans le vagin de la femme. Je ne sais pas si elle dit s'il est mort. À Ebolova, il y a eu le concours de la boisson. Un monsieur a bu 5 litres, 5 litres de whisky. Il est entré dans le coma. Ce que je vous dis là, je parle à la télé. Si je manque, quelqu'un appelle vite pour dire qu'Ateba est un menteur. Vous voyez un concours. Hein, vous voyez un peu le concours pour boire le whisky. Et à Ebolova, un monsieur a bu 5 litres de whisky. Au 5e litre, il est entré dans le coma. Il a passé 2 semaines à l'hôpital d'Ebolova. Bon, qui organise ce type de concours, etc. Est-ce que vous savez que les Camerounais ont bu l'année passée, chiffre de brasserie, 600 millions de litres de bière, l'équivalent d'un fleuve, c'est-à-dire le Vouri, du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous savez que
le Cameroun est le premier consommateur de vin Bordeaux en Afrique. Est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier consommateur de champagne? La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Regardez un peu l'industrie de l'ambiance, les carrefours de la joie, en réalité des lieux de la mort. Moi je suis inquiet en tant que Camerounais et je me pose des questions de savoir, est-ce qu'en même temps, est-ce que c'est pas un paradoxe? Est-ce que le discours n'est pas contradictoire? Nous voulons nous développer, mais en même temps, la loi dit qu'il faut pas vendre l'alcool dans les établissements, etc. À l'université de Douala, l'année passée, on a trouvé qu'aux alentours, il y avait des centaines de bars. Les enfants commencent à boire maintenant au berceau. Au lycée de Kribi, on a renvoyé des enfants de 3e, on les a surpris en train de boire du vin rouge. Vous voyez, non? Quand un enfant commence à boire du vin rouge en 3e, qu'est-ce que vous devez attendre de lui? Les whisky sont miniaturisés. Kitoko, King Arthur, Lion d'Or, 100 francs. On vend partout. On dit que 17% et demi de Camerounais fument avant l'âge de 20 ans. La cigarette, c'est le poison. La cigarette tue. La cigarette, c'est la drogue. J'ai vu aux États-Unis, pour qu'un enfant achète la cigarette, il présente la carte d'identité. Il faut un âge pour qu'on t'autorise à acheter la cigarette. Ce qui se passe chez nous n'est pas acceptable. Si ça se passe, ça ne va pas, ça va nous conduire qu'au sous-développement et à la pauvreté. Est-ce que vous savez que, et ça c'est des statistiques au niveau international, le Cameroun a presque la même réputation que la Colombie aujourd'hui en matière de drogue. Parce que le Cameroun, ça c'est au plan international. Celui qui veut le débat m'invite. On discute. Le Cameroun n'est plus seulement un pays de transit. Parce qu'il y a des classements. Le pays de transit, c'est que la drogue sort du Nigeria ou ça sort de je ne sais pas quel pays. Ça passe par le Cameroun. Maintenant, le Cameroun produit la drogue. Vous savez que le Noun, ce qu'on cultive le plus dans le Noun, c'est le cannabis. Jusqu'à Hawaï, à côté de Yaoundé. La drogue, partout. Allez à la poste centrale. Tous les enfants de la rue que vous voyez là, ils sont un relais de vente de la drogue. Les enfants de la rue là. Aller dans les prisons, ça circule, aller partout. Or, le lien que j'essaie d'établir entre les crimes rituels, les loges, les sectes, etc., c'est qu'on peut combattre les crimes rituels en combattant la drogue, en combattant l'alcool. Parce qu'il est démontré scientifiquement que avant d'aller tuer, avant d'aller voler, avant d'aller, on se drogue d'abord. La question c'est l'objectif de l'émergence. Est-ce que nous allons atteindre cet objectif avec autant de problèmes, avec autant de fléaux? C'est ça ma question. Et c'est une question de patriotes, de citoyens. Il n'y a pas un pays comme ça dans le monde. Parce que il y a 3 kilomètres de bar à Yaoundé, des sauces à Omnisport, des deux côtés de la route. Il y a des quartiers ici à Douala, il n'y a que les bars. Il n'y a que les bars. Et les gens sont là plus que dans les églises. Les Camerounais vont plus dans les bars que dans les églises. Les Camerounais... Bon, la question c'est, quand quelqu'un a fini de boire pendant toute la semaine, quel peut être son rendement au travail? C'est ça. Vous critiquez aussi les églises en disant qu'on ne devient pas émergent, on ne développe pas un pays avec des prières. Et vous connaissez, citez-moi un cas dans le monde où les gens étaient dans les mosquées, où les gens étaient dans les églises et ils sont devenus émergents. Je suis expert chinois des questions Chine-Afrique. Je suis l'un des spécialistes de la coopération Chine-Afrique. Je connais comment la Chine a fait pour qu'en 40 ans seulement, la Chine devienne la première puissance. C'est le travail, c'est l'effort, c'est la recherche, c'est la découverte. C'est pas le vin. C'est pas le vin, pardon. Vraiment, il ne faut pas se tromper. Le développement, c'est le travail. Les Libres Penseurs, une émission du lundi au vendredi sur Dash Info 89.9 FM. Les Libres Penseurs, les Libres Penseurs.
Retour à l'antenne après ce son du jour rapidement. On va prendre le premier point. Il s'agit donc de cet article de Radio France Internationale, article publié hier sur le site RFI.fr et qui annonçait, Didier, le décès du président camerounais encore en exercice. Il n'y a pas que le décès du président camerounais, parce qu'il y a l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, qu'on a annoncé pour mort. Il a d'ailleurs fait une sortie sur sa page Facebook. Il y a eu Abdou Diouf, il y a même plusieurs autres chefs d'État étrangers. Comment est-ce que vous, en tant que journaliste, comment est-ce qu'on explique ce type de sortie? Comme l'a justifié Radio France Internationale, il s'agit d'un bug dans une faute technique qui a permis de mettre tous ces articles en ligne. Et cela signifie que Radio France Internationale a plein d'articles dans le frigo. Donc, ces équipes travaillent sur la mort de certaines personnalités et mettent les articles dans le frigo. Et à la dernière minute, quand la personne finit par décéder, on change certainement le contexte et les dates et on publie les articles, on les met automatiquement en ligne. Et là, je ne sais pas si journalistiquement c'est faisable, je ne sais pas si on devrait procéder de la sorte, c'est-à-dire préparer les articles qui annoncent la mort de certaines personnalités. Je ne sais pas si ils avaient également annoncé la mort de Macron dans leurs archives ou dans leur frigo. Je ne sais pas s'ils ont également annoncé le décès de Jacques Chirac et bien d'autres, mais monter des articles sur la mort des personnes encore vivantes, c'est quand même grossier. Vous savez quand même que c'est généralement parce qu'on est dans un pays ou dans un monde où il y a ce qu'on appelle la course à l'information. Exactement. Voilà. Ouais. Ils font des prix de sujet qui stockent quelque part. Et puis quand l'incident malheureux arrive, du coup ils sortent ça. Et cela signifie qu'il ne peut pas généralement le futur. C'est-à-dire il suffit tout simplement d'annoncer le décès de tel, que les sources bien introduites annoncent un décès, ils changent tout simplement. Mais moi je pense que c'est de la triche, parce que nous on se tue au quotidien à écrire des articles, à fouiller. Ils ont déjà travaillé sur ça depuis. Et on a l'impression que nous on ne travaille pas, et je ne sais pas trop, mais c'est quand même déjà cette façon de procéder. D'accord. Bami, au-delà du fait que c'est un procédé, bon, c'est une manière de faire choisie par le média RFI, il faille quand même se poser la question. Pourquoi maintenant? Voilà, pourquoi choisir Parce que Radio France explique que c'est un problème technique qui a entraîné la publication par erreur de nombreuses nécrologies sur son site. C'était hier lundi. Et dit que l'équipe technique se sont mobilisées pour rectifier ce bug majeur et en déterminer les causes et les responsabilités. Mais il y a que dans cette annonce-là, il y avait beaucoup quand même de chefs d'État africains qui approchent, qui sont déjà qui ont dans les 80 ans. C'est-à-dire qu'à Radio France, ils sont déjà sur le qui-vive. On peut se poser la question de la neutralité de cette façon de faire de RFI, qui est un grand média qui a inspiré beaucoup d'acteurs africains. Et on peut aussi se demander si c'est gratuit, cette façon de faire, et si l'erreur ou le bug, la panne technique n'était pas organisée de manière pour atteindre un certain objectif. Mais on peut quand même les accorder le bénéfice du doute et les circonstances atténuantes à partir de leur sortie, qui dit que c'est un bug. Parce que le bug peut arriver à tout le monde. Nous sommes ici, nos machines peuvent nous lâcher d'un moment à un autre, ça peut arriver. Donc nul n'est à l'abri, mais comme vous dites, on devrait avoir un autre regard, parce qu'il ne faudrait pas que nous nous cantonnons à rester dans l'angle de vision que RFI veut bien nous faire croire. Voilà, nous faire croire. Nous sommes libres, nous avons la liberté de penser autre chose, de penser autrement pour nous prémunir contre ce genre de situation. Et c'est qu'il y a derrière. Parce que annoncer la mort ou
travailler sur la mort des gens qui sont encore vivants, juste certaines personnes qu'on a ciblées, ça veut dire qu'il y a un plan derrière cette affaire, parce que ce n'est pas, comme Didier Dengue l'a dit, ce n'est pas généralisé. On peut se poser la question, pourquoi dans ce bug, on n'a pas annoncé la mort des personnalités françaises ou occidentales? Il y a des personnalités françaises, des acteurs politiques français qui sont dans la 80aine. Effectivement. Il y a ces octogénaires, ces nonagénaires qui sont en Europe, qu'on n'a pas vu l'annonce de leur mort dans ce bug de RFI. C'est parce qu'ils ont annoncé la mort du pape. Voilà. Bon, par contre, nous nous retrouvons donc en train de voir que certaines personnalités africaines sont plutôt leur cible. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est vraiment leur terrain de jeu. Et il nous appartient en tant qu'Africains de prendre des dispositions pour que l'Afrique cesse d'être un terrain de jeu et les Africains de faire valoir des marionnettes qu'on tire par le bout du nez et à qui on impose tout. Et c'est justement ça le combat et la lutte de la convergence panafricaine, parce qu'il s'agit de restaurer la dignité de l'homme africain, de l'homme noir en Afrique et en Occident, dans la diaspora. Oui, je voulais ajouter quelque chose pour nos auditeurs. Chaque fois que les lobbies occidentaux, dit lobby ou un lobby? Les lobbies occidentaux. Oui, les lobbies occidentaux veulent détruire une nation ou veulent descendre un chef de l'État. Généralement, les médias sont alertés et il y a une collecte d'informations sur, par exemple, je vais prendre un cas, par exemple, du président Biya. J'étais avec une doyenne de la presse il n'y a pas très longtemps qui nous révélait qu'elle avait reçu un coup de fil d'un journaliste d'un média européen, un média français, je pense que c'était RFI ou Allo France 24, qui enquêtait sur le président de la République, le président il était comment, vraiment, est-ce que c'était un bon monsieur, des témoignages, alors que le président est encore vivant. Donc, elle nous faisait savoir que les gars, ils étaient persuadés qu'il devait avoir un coup. Je ne sais pas si c'était un coup d'État ou alors quelque chose pour déstabiliser le pays. Et ils étaient en train de collecter l'information. C'est-à-dire, il ne peut pas l'article avant la chute de la personne. Et maintenant, quand la personne décède, et ils ont déjà l'article et quelques témoignages reçus. Et elle nous avait dit non, je n'ai pas répondu à la sollicitation, je n'ai pas répondu favorable à la sollicitation. Et je me dis que les médias, comme qu'on prend ici dans notre pays comme des chiffons, chez nous qui exerçons sur le territoire, on nous prend comme, je ne sais pas, des gens qui ont raté leur vie. Chez eux, ils servent d'outils de guerre. C'est-à-dire quoi? Un média comme RFI, c'est un outil, c'est un média va en guerre. Donc, qui est là juste pour servir les intérêts des personnes pour qui ils travaillent. Et à ce niveau, je me dis que nos autorités doivent prendre conscience. Regardez par exemple ce qui se passe aux États-Unis, partout en Europe, comment les médias sont en train de massacrer tout un chef de l'État, tout simplement parce qu'il met à mal les intérêts de leurs bailleurs de fonds. Tout simplement parce qu'il met à mal les intérêts de l'économie mondiale qui a été conçue sur un mensonge qui ne dit pas son nom. Donc vous voyez, ce sont les médias qui jouent. Ils attribuent les propos au peuple, ils vous disent dans le peuple américain, non. Ils sont juste là pour les intérêts de leurs financiers. Et à ce niveau, il est important que nos dirigeants, ceux qui nous écoutent, prennent conscience et essayent de travailler là-dessus. D'accord. RFI dit ceci, comme dans tous les médias, nos journalistes préparent à l'avance des portraits des personnalités afin, si elles venaient à disparaître, de pouvoir proposer rapidement aux lecteurs toutes les informations à connaître sur leur parcours. Malheureusement, ce lundi, 16 novembre 2020, en fin de matinée, une centaine de ces nécrologies ont été publiées par erreur sur le site rfi.fr ainsi que dans plusieurs plateformes partenaires. Cette publication est bien entendu involontaire.
Voilà. Mais je doute fort. Voilà. Quand ils disent, par exemple, on publié par des médias partenaires, ça veut dire que c'est un coup bien monté. Un média partenaire ne peut pas se permettre de publier un article tant qu'il n'a pas eu le OK de la direction générale du média. Très bien. Maintenant, il faut qu'on revienne quand même sur le bien fondé Ouais. De cette information, parce que on peut prendre que c'est un manquement journalistique, mais il n'y a que jusqu'ici, l'État du Cameroun n'a pas encore appelé à l'ordre ce média français. Je prenais un cas tout à l'heure. Parce que quand Macron est arrivé au pouvoir, je crois que c'était en 2017, Adel Bala Tangana avait annoncé un faux gouvernement, puisqu'on avait nouveau le Premier ministre, on attendait toujours l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Au 20h30, la CRTV, elle a annoncé un gouvernement qui circulait sur les réseaux sociaux, pourtant c'était un faux gouvernement. Il y a eu le rappel alors de l'ambassade de France au Cameroun, d'abord au ministre de la Communication, ensuite au directeur général de la CRTV. Mais depuis ce manquement, l'État du Cameroun est quand même mieux. C'est curieux quand même quand on observe ce silence du gouvernement camerounais. Le ministre de la Communication qui ne dit rien, le porte-parole du gouvernement qui ne dit rien sur le sujet. On a également le ministre des Relations extérieures qui est là, tout calme, comme si de rien n'était, alors qu'on a annoncé le décès d'un chef de l'État. Je me souviens que plusieurs internautes ont été interpellés, même si on n'annonce pas ça de façon officielle. Mais je sais quand même que certains internautes ont été arrêtés tout simplement parce qu'ils ont posté, ils ont parlé de la mort, entre guillemets, du président de la République. Maintenant, on a un média comme RFI, même si c'est de façon involontaire, même si il y a eu panne technique, les bugs et bien d'autres, il est important que notre gouvernement se prononce là-dessus. Peut-être que l'ambassadeur Christophe Guilou, l'ambassadeur de France au Cameroun, aille s'expliquer auprès de nos autorités. C'est de ça qu'il est question. Parce que il y a des fois, le RFI tisse des mensonges sur la marche de notre pays et le ministre de la Communication fait souvent de sorties. Voilà une belle occasion pour se prononcer, pour prouver au monde que RFI n'est pas un média aussi sérieux comme on le pense. Parce que vous ne pouvez pas préparer des articles au lieu de les stocker dans un ordinateur, dans une machine, mais vous mettez les articles carrément en ligne, maintenant vous accusez le bug. Donc il est important que nos autorités se prononcent. C'est une occasion de rappeler cette chaîne vraiment à l'ordre. Bami de Fontana, sur le silence aussi du gouvernement camerounais après ce manquement, certes l'erreur humaine, mais j'ai pris la réciprocité tout à l'heure en ce qui concerne ce mauvais gouvernement qui est moins pire que annoncer la mort de quelqu'un qui est encore vivant. Le silence que nous observons dans la plupart des États africains est symptomatique de notre faiblesse, de notre dépendance, de notre vassalité et l'expression même du fait que nous ne sommes pas indépendants, réellement indépendants, et que nous ne sommes pas totalement souverains. Et que nous dépendons, nous pouvons rendre compte, nous pouvons nous considérer comme leurs élèves et eux, nos maîtres. Nous sommes dans cette logique-là. Et si nous étions véritablement libres, indépendants, souverains, ce que M. Dengue était en train de dire serait en train de se passer de façon automatique, parce que ce serait l'affirmation même de notre indépendance, de notre souveraineté, de notre dignité, bafouée. Mais, et là, nous avons encore du chemin à faire. Ça ne peut pas être automatique. De temps en temps, il y a des trouaisons. On peut voir quelques actes de bravoure, quelques individus qui refusent cette situation dans le 8. À certains postes, on a des personnes qui se sentent l'âme de patriotes et d'indépendantistes qui prennent des actes, mais très rapidement, soit on les colle sur les doigts, soit ils sont ramenés à l'ordre, soit ils sont débarqués. Mais ceux qui veulent garder leur privilège
leur beefsteak, leur fauteuil. Voyez-vous, ils vont garder le silence. Ils vont faire profil bas. Et c'est ce que nous déplorons. Et nous ne pouvons que appeler les uns et les autres, les Africains, à un sursaut d'orgueil, à un regain de fierté et de dignité, à un renforcement moral, patriotique et indépendantiste, pour que dès lors que de telles situations arrivent, des mesures de rétorsion adéquates et appropriées soient prises. Nous devons cesser d'être, comme Frantz Fanon le disait, les damnés de la terre. C'est là sur qui on peut faire toutes les expérimentations. Il faudrait que cette époque soit vraiment tournée. Nous devons tourner la page de ce genre de situation, M. Ndiaye. D'accord. Tourner la page comment? Parce que je vous ai pris l'exemple tout à l'heure d'une action menée par la France, l'ambassadeur qui est au créneau, vous dit que mais attention, vous voulez déstabiliser un autre pays. 24 heures après, il n'y a aucun média au Cameroun qui dénonce même ce fait qu'un autre média étranger a annoncé que le président est mort, alors que le président est bien vivant. Généralement, ces différentes manœuvres-là sont connues pour ceux qui ont suivi, par exemple, la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2011 notamment. Vous avez vu, il y avait une télévision là, je crois que c'était la TCI, télévision de Côte d'Ivoire, où il y avait des faux morts, où quand on montrait comment un documentaire se prépare véritablement. Est-ce que généralement ce type d'info n'est pas fait à dessein? Quand on veut déstabiliser un pays, nous l'avons vu, on utilise généralement, je voudrais parler le on ici est mis de façon spécifique pour désigner l'oligarchie capitaliste et impérialiste. Quand l'oligarchie capitaliste et impérialiste agit et veut déstabiliser un pays, on va prendre le cas, par exemple, de l'Irak. On va vous dire qu'il y a les armes de destruction massive. On va vous voir un Colin Powell à la tribune des Nations Unies avec une fiole. Et après la destruction totale du pays, on ne trouvera aucune arme. Quand on va vouloir déférer, enlever Gbagbo pour l'envoyer à la CPI, on va vous montrer les 7 morts d'Abobo qui en fait n'étaient qu'une mise en scène. C'est de ça que vous parlez avec cette histoire de la TCI qui était une télévision pirate qui n'a jamais été condamnée, dont les médias et les grands opérateurs n'ont jamais condamné le fait qu'une télévision pirate puisse émettre comme ça dans le paysage audiovisuel d'un pays africain. C'était normal parce qu'il s'agissait d'un affidé, d'un partenaire dans cet ordre des choses qui veut qu'on maintienne l'Afrique dans une certaine domination, dans une certaine vassalité. Et en l'occurrence, le président Ouattara était l'homme qu'il fallait et qu'ils ont utilisé à ce moment et qu'ils continuent d'utiliser pour plier l'Afrique, pour plier la Côte d'Ivoire. Donc, quand il faut déstabiliser un pays, nous connaissons tous ce que les médias comme RFI peuvent dire. Nous connaissons tous ce que les médias comme France 24 peuvent dire. Les médias mainstream ont une certaine ligne éditoriale par rapport aux enjeux géopolitiques de l'oligarchie capitaliste et impérialiste. Nous le voyons aussi avec la cabale qui est orchestrée contre Trump depuis un certain nombre d'années et surtout ces derniers jours avec l'actualité américaine. On peut se poser la question, mais c'est France 24 qui passait le temps à noircir Kadhafi avant qu'on ne le tue. Mais c'est même France 24 qui passe le temps à noircir Trump aujourd'hui, comme hier ils l'ont fait pour Saddam Hussein, qui était un homme à abattre. Il faut se poser la question et se dire, chaque fois que de tels médias commencent à tirer à boulet rouge sur un individu, il faut qu'on se dise que cet individu doit sûrement lutter et défendre des bonnes causes pour l'humanité ou pour son pays.
nous avons vu comment ces médias ne se sont pas mobilisés pour défendre, par exemple, les droits de l'homme quand il s'agit de Julian Assange. Pourtant, les droits de l'homme ou les droits humains sont leur cheval de bataille. Quand il s'agit de déstabiliser un certain nombre de pays ou de créer des situations de crise, ici ou là-bas. Donc, nous devons savoir raison garder et nous poser les bonnes questions et éviter surtout de prendre les faits bruts comme toujours la vérité. Parce que les apparences sont parfois trompeuses, tout ce qui brille n'est pas or. Et tout doit être fait pour transcender par nous, parce que nous sommes doués d'intelligence, pour transcender un certain nombre de vérités préconçues ou de préjugés qu'on voudrait nous faire avaler comme des vérités dans ce monde. DJ Dengue, pour sortir du sujet, Abdoulaye Wade, qui est l'ancien président sénégalais, lui il a fait une sortie sur sa page Facebook où il ironisait quand même qu'il se porte bien et qu'actuellement il est en vacances dans son village, que c'est quand même rare. Ça mort quand même étant vivant. Vous voyez quand même que c'est l'information a créé comme une onde de choc. Oui. Donc, je pense que c'était une façon pour le président, l'ancien président sénégalais, de dire que je suis encore là, vos fakes ne m'ont pas encore tué. Et je pense que c'est une façon malsaine pour Radio France Internationale de faire ce genre d'articles. Parce que quand la personne finit par décéder, même si les faits que ces médias rapportent ne sont pas avérés, parce qu'ils seront les premiers à balancer l'info, le monde entier va croire que c'est comme ça. C'est comme ça que la personne a vécu selon leur regard, selon leur angle. Et du coup, si la personne était une bonne personne, aux yeux de son peuple, automatiquement aux yeux des bailleurs, des Occidentaux, qui n'aiment pas de bonnes personnes, qui n'aiment pas les patriotes, ils vont laisser croire que la personne a vécu comme ça et elle n'était pas bonne, Abdoulaye Wade c'était comme ça, et du coup les médias et d'autres médias vont relayer l'info sans toutefois aller à la source, parce que les autres ont travaillé avec leurs regards, avec leurs jumelles, et ils nous balancent l'info selon leur façon de faire. Je me dis c'est une façon très malhonnête de procéder de la sorte. C'est bien de préparer des articles, mais balancer des articles pendant que les personnes sont encore vivantes et qu'on se contente d'une lettre d'excuse ou alors d'un post pour dire qu'il y a eu bug, c'est trop gros. Entre-temps, le mal est fait. Le mal est fait. Et la plupart des médias africains restent des caisses de résonance. Quand on dit caisse de résonance, ça veut dire quoi? En fait, comme Didier Dengue le dit, la plupart des dépêches nous viennent de AFP, Association de presse, et toutes ces agences de presse occidentales, et que Reuters, et que nous ne faisons que réveiller. On voit peut-être la donne change un peu, mais il fallait voir la page étrangère de nos chaînes nationales il y a quelques années encore. Ce n'était que, et c'est juste peut-être le cas encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, ce n'est que le reflet de l'information traitée outre-mer, suivant le regard occidental. Quand on parle par exemple de la crise qui se passe au Tigré, est-ce que nos médias sont en train d'analyser, ou peut-être quand dans leur page étrangère, en train d'analyser cet événement en fonction du regard africain? Jamais. Mais quand AFP a fait sa dépêche, c'est cette dépêche qui va passer en boucle sur tous les médias africains pour pouvoir formater nos consciences et notre entendement en fonction de ce qu'ils veulent que nous pensons. Et c'est donc ça, ce renouveau médiatique que nous devons opérer en Afrique, et c'est pour ça que nous saluons l'émergence des nouveaux médias comme les vôtres qui nous permettent de venir faire des analyses et de donner un autre regard, un regard africain sur ce genre d'événements, sur ce genre de questions, pour éviter justement l'abrutissement des consciences, parce qu'on continue à noyer les consciences africaines. Pour sortir du sujet définitivement, quelle peut être la posture? Parce que, comme il dit, il y a un gros problème
notamment en termes informationnels, la qualité, la structuration de ces médias, la qualité de la ressource humaine, la vision qui va véritablement avec comment est-ce que ces médias-là peuvent servir de poids, de bouclier informationnel à ceux qui viennent forcément d'ailleurs. Mais il suffit d'avoir un autre regard sur ce qui vient d'ailleurs et connaissant déjà le mode opératoire des médias, des lobbies mondialistes, il n'est pas prudent pour celui qui veut réellement informer de s'appuyer sur ces médias en croyant que ce sont des médias de référence ou crédibles. Aujourd'hui, CNN nous a prouvé qu'il n'est pas un média crédible. Aujourd'hui, on a Fox News qui nous prouve qu'il n'est pas un média crédible. On a plein de médias là qui décernent souvent des prix d'excellence journalistique, tout ça, mais qui au finish ne sont pas des médias crédibles, ne sont pas des médias de référence, parce que ces médias fonctionnent à fonction du calendrier des lobbies. De leurs bailleurs de fonds. De leurs bailleurs de fonds. Ces médias ont un regard en fonction de ce que les bailleurs de fonds disent. Et du coup, on se dit, et ils traitent tellement l'information de façon professionnelle parce qu'ils font semblant de diversifier les sources. Or, ce n'est pas le cas. Nous avons mis les réseaux sociaux qui nous ont prouvé aujourd'hui qu'ils ne sont pas au service du monde, mais qu'ils sont au service des lobbies. Quand vous avez par exemple le CEO, le patron de Facebook, qui est un démocrate et qui finance Joe Biden, vous avez le patron de Google qui est un démocrate, vous avez par exemple Microsoft, démocrate, et du coup, les gars ont sorti les vrais visages parce qu'ils ont senti que les intérêts étaient menacés. Et du coup, ils sont obligés de réorienter l'information, de supprimer les tweets qui ne répondent pas, qui menacent les intérêts. Et vous croyez que ce sont des médias sérieux, ça? Et chez nous, en Afrique, on les prend comme des références. Non, RFI a dit ça, c'est vrai. CNN a dit ça, c'est vrai. Il faut toujours se poser la question. Qu'est-ce que l'Africain pense? Qu'est-ce que la loi de l'Africain, la loi de l'humanité voudrait? Est-ce que le monde a été construit à base de tous ces mensonges? Il faut dire oui. Parce que j'ai regardé un documentaire une fois à la télévision où on vous expliquait comment des grands médias montaient des fake news dans les années 80 pour vous laisser croire que le premier homme à aller sur la Lune, c'était un Américain, telle personne a réalisé tel espoir. Or, parfois, ce sont des choses montées dans des laboratoires et relayées par les médias pour vendre une certaine image à l'extérieur et du coup pour terroriser et montrer une certaine grandeur de leur pays. Donc, c'est-à-dire, le monde et les fake news vont de pair. Et on ne peut pas faire confiance à tous ces médias quand les gars veulent absolument faire passer un agenda qui n'a rien à voir avec le commun des mortels. D'accord. Et cette révolution passe aussi par la mise sur place des médias locaux exactement. En Afrique, avec des moyens qui vont avec. Je vous l'ai vu tout à l'heure, vous vouliez dire quelque chose quand Didier parlait. Oui, je disais ceci, c'est que il faut non seulement promouvoir des nouveaux médias et les médias africains, tout en sachant que aucun média ne sera véritablement neutre. Parce que le fait pour nous de prendre position déjà pour les intérêts de l'Afrique, ce n'est pas de la neutralité, ce ne serait pas de l'impartialité. Donc maintenant, c'est comme nous étions dans une confrontation. Nous avons laissé tellement le champ vide. Et il faut occuper le terrain. Parce que nous avons subi pendant des années, depuis qu'il y a eu l'avènement des médias, depuis les années 40, où une radio pouvait émettre en ondes courtes en Europe et être reçu en Afrique. Voilà. Nous avons été absents. Ils ont formaté, nous avons laissé formater et concevoir le cadre et comment ça va fonctionner, les mécanismes de fonctionnement. Il s'agit maintenant pour nous, si nous voulons avoir voix au chapitre, d'occuper de l'espace. Et c'est pour ça que les entrepreneurs, comme le promoteur de cette chaîne,
sont à féliciter et les autres aussi en Afrique, ils sont de plus en plus, quand on regarde le paysage, il n'y a qu'à regarder les bouquets, quand on regarde le paysage audiovisuel africain, on regarde l'émergence des chaînes, de nombreuses chaînes. Mais il faudrait que ces chaînes se donnent des missions de conscientisation et d'éveil pour que nous puissions faire naître une certaine conscience de libération et de libération et d'indépendance en Afrique. Toutes choses qui seront bonnes pour même ses promoteurs. Parce que la libération totale de l'Afrique et l'indépendance réelle de l'Afrique ne profitera d'abord qu'aux Africains. Parce qu'à ce moment, ce que nous pensons par la mise sur pied de l'État-providence nous profitera à tous. Nous aurons de meilleures conditions de vie. Les gens pourront faire leurs affaires dans de très bonnes conditions. Et l'Afrique appartiendra aux Africains. Parce que imaginez ce que ces entrepreneurs qui ont des capitaux en Afrique pourront engager comme bénéfice. C'est maîtriser certaines filières. Je veux prendre un exemple très bête. Par exemple, la filière des mèches. Parce que je vois notre opératrice, elle a des mèches sur la tête. C'est rajout. Voilà. Vous savez ce que ça coûte à ceux qui maîtrisent cette filière, ce que ça rapporte à ces filières. Supposons que ces mèches, pour chaque femme, c'est 2000 francs CFA. Imaginons que l'Afrique, c'est 1 milliard. C'est une supposition, hein? Oui, supposition. Oui, c'est au moins 35. Voilà, il y en a même pour 100 000, il y en a même pour 1 million. Mais allons-y à 2000 francs. À 2000 francs, et imaginons qu'en Afrique, sur les 1 milliard et plus d'habitants, il n'y a que 100 millions de femmes qui utilisent les rajouts. Et les rajouts, là, c'est peut-être pour 2000 francs, avec un budget de 2000 francs pour 2 semaines, donc 4000 francs par mois. Regardons le chiffre d'affaires mensuel. Ça avait fait 4000 francs fois 100 millions de femmes. Et ça, c'est des Indiens et des Pakistanais, des Chinois, je ne sais plus moi quoi, qui contrôlent cette filière et qui font travailler nos sœurs dans des usines et des entrepôts ici où on les paye moins de 40 000 francs par mois, pendant qu'ils engrangent des milliards et des milliards. Donc, nous pouvons faire changer la donne en luttant pour une véritable indépendance et une souveraineté totale, surtout en éveillant les consciences, non seulement des populations, mais de nos dirigeants. Parce que l'avènement d'une classe de leaders et de dirigeants qui sont pétris et qui sont déterminés à garantir le bien-être des populations et leur bien-être à eux-mêmes, qui sont déterminés à restaurer leur dignité, à ne plus être en train d'être les bénis oui-oui et des hommes qu'on tire par le bout du nez, ce sera une bonne chose pour l'Afrique, ce serait salutaire pour nous tous. D'accord. Allez, on va prendre l'unique pause de cette émission, on revient juste derrière. Les Libres Penseurs, une émission du lundi au vendredi sur Dash Info 89.9 FM. Les Libres Penseurs, les Libres Penseurs. Quand je baille là, c'est le film. Attends, je mets la pub que vous avez fait là. Les gars, fait la pub, c'est pas on passe sur la page de Facebook de la radio. Seconde et dernière partie de votre talk show radiophonique de ce matin avec Marcel Bonnet à la réalisation et la mise en onde et Daphné Mengue qui nous met en direct également sur notre page Facebook Dash Media en 2 mots seulement. C'est Dash Media officiel en 3 mots. Et officiel? En tout cas, ouais. tapez Dash Media sur Facebook, vous allez nous voir. On le voit en direct, voilà, c'est cela. Le deuxième sujet en focus ce matin, Didier a trait au problème sécuritaire. Il faille quand même que j'en ai. Je donne le lien combiné pour nous avoir si vous souhaitez participer en direct à l'émission. C'est au 657 30 70 30, 657 30 70 30, 657 30 70
30. Voilà. Le deuxième sujet ce matin a donc trait au problème de sécurité, notamment dans la capitale économique du Cameroun. Le sujet est tellement urgent que les 10 gouverneurs des régions sont réunis du côté de Yaoundé depuis hier, notamment pour tabler sur la situation économique mais aussi sécuritaire de ces 10 régions avant de toucher l'enjeu de ce qui se passe à Yaoundé. D'abord tout proche de nous, à Bonaprise, où émet la radio, Abel Lobé a été agressé, souvenez-vous, dimanche dernier, je crois, si j'ai bonne mémoire, et il devait se rendre à Yaoundé. Il a été agressé par des malfrats à bord d'une moto. Cette nuit, toujours à Bonaprise, il y a un avocat français, non, un avocat étranger, je crois que il est camerounais, voilà. Merci, merci pour l'information. Voilà, Maître Gérard Robert, qui a été également agressé du côté de Bonaprise. C'est-à-dire quand même que le scénario est le même. Hein. Il y a des individus qui sont d'abord des motos qui arrachent ça, qui sont parfois armés de couteaux, parfois de fusils. Donc il faut quand même que, du point de vue d'abord local, le maire de la ville, en complicité quand même avec des agents de sécurité, notamment les forces de police et de gendarmerie, doivent se concerter pour trouver des moyens nouveaux, comment sécuriser davantage la capitale économique du Cameroun. Ces deux drames interviennent quand même après le phénomène de ce qu'on appelle les microbes, même si ça a baissé quand même tous ces derniers jours. Ah oui, c'est vrai, la ville de Douala baigne dans l'insécurité. Et il faut dire que Bonaprise, où ces deux drames ont été enregistrés, devient un quartier très dangereux. Et depuis quelques temps, on a des agressions, même si on n'en parle pas dans les médias. Il y a des jeunes qui se déploient avec des armes, que ce soit des armes blanches, des PA et bien d'autres, dans des coins comme l'ancienne dépôt Guinness ou encore l'avenue de Gaulle et bien d'autres. Il y a une insécurité qui règne de ce côté. Maintenant, les autorités administratives, notamment le maire de la ville de Douala et le gouverneur, devraient redoubler de vigilance. Donc, ils doivent mettre tous les moyens à la disposition de la ville, et surtout que nous vivons les dernières semaines de l'année 2020. Vous savez qu'en fin d'année, il y a toujours une insécurité qui monte, et du coup on se retrouve en train de perdre des citoyens, des compatriotes, comme on en a enregistré. On a eu la chance que Abel Lobé est hors de danger aujourd'hui, ainsi que l'avocat qui a été agressé. Mais il faudrait vraiment qu'on redouble de sécurité dans la ville de Douala. Pendant cette année 2020, on a eu plusieurs agressions. Plusieurs Camerounais qui interviennent sur les plateaux de télévision et radio ont été agressés. Plusieurs ont perdu leurs téléphones portables, les tablettes et beaucoup d'argent. Il est important que, au moment où plusieurs régions de notre pays sont menacées par des bandes armées, qu'on redouble également de vigilance dans les grandes villes pour qu'on n'ait pas de foyers de tension, pour qu'on n'ait pas des quartiers qui sont totalement pris en otage par certains individus, par certains voyous. Donc il est important que les autorités prennent leurs responsabilités et qu'on nettoie la ville de Douala, qu'on mette ces malfrats où ils devraient être. D'accord, Babi? Je voudrais dire que l'insécurité qui fait référence ou qui s'oppose à la sécurité aussi est une question très 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 importante. On ne devrait pas, comme nous le disons toujours dans la convergence panafricaine, se limiter aux effets, à l'épiphénomène. L'insécurité politique, l'insécurité économique, l'insécurité alimentaire,
l'insécurité sanitaire, l'insécurité éducationnelle, culturelle dans laquelle nous sommes et nous baignons sont symptomatiques de notre dépendance, encore une fois. Donc il faut regarder la question dans sa globalité pour apporter les réponses adéquates. Parce que nous allons nous limiter tous les ans à faire du replâtrage et ce sera une quadrature de cercle, comme la question principale qui est notre leitmotiv, qui est celle d'achever le processus de décolonisation par rapport au fait que la décolonisation a été un échec dans la plupart des pays africains, y compris au Cameroun, et qu'il faille aujourd'hui achever ce processus pour nous garantir une véritable indépendance et souveraineté, de sorte que nous puissions nous-mêmes définir le modèle de gouvernance qui nous permet d'éviter que les bandes armées sévissent dans nos rues, que les citoyens et bonjour. Allô, bonjour, Rodolphe. D'accord, bonjour Emmanuel. Ah oui, comment vous allez là-bas? Je vais très bien. Je t'ai envoyé un petit support là pour te montrer comment il y a l'interférence. D'accord, c'est du côté de quel côté? Le côté de rue Martini d'Edo. D'accord, ça veut dire que vous ne recevez pas bien là-bas? On ne vous reçoit pas bien, on ne vous reçoit pas bien quoi. Il y a vraiment une interférence, donc deux radios par la fois, c'est de vous distinguer. D'accord. Allez, merci Emmanuel, à vous Emmanuel G. Merci à vous. D'accord. J'espère que les techniciens vont penser à nous. D'accord. À bientôt. À bientôt, à bientôt. Allez, et fidèle auditeur du côté de New Dedo, voilà, il y a interférence, et qu'on ne suit pas bien, interférence, voilà. Le responsable t'a dit que avec nous c'était au 6, c'est cela, le 657, c'est ça, 30 70 30, 657 30 70 30, voilà. Ça permet d'avoir l'ossature de où est-ce qu'on nous reçoit dans la ville, où dans la New Dedo, ça ne zéro pas de la radio, allez-y. Oui, nous étions en train de dire que nous devons œuvrer, attaquer le mal à la racine et non d'attaquer les symptômes du mal. Parce que quand il y a une maladie, il faut attaquer vraiment les causes profondes de cette maladie. Et ce que nous avons passé le temps à faire dans les problèmes qui minent l'Afrique, c'est de ça, nous attaquer aux symptômes au lieu d'attaquer au mal. Donc, pour que nous n'ayons plus des enfants qui se prostituent, des parents qui sont irresponsables, des gens qui luttent pour survivre, parce qu'il faut comprendre que la misère, vous avez, je voudrais là refaire une incursion dans l'élément sonore de Ateba Yene, paix à son âme, que nous avons pu écouter et qui a planté le décor. Parce que les causes profondes même d'un certain nombre de phénomènes et de travers sociaux que nous vivons résident dans la pauvreté. La pauvreté à tous les niveaux, la pauvreté matérielle et morale, dans laquelle nous ployons. On ne peut pas dire que nous sommes, on passe le temps à dire que nous sommes dans une société en perte de vitesse. Il faut donc attaquer les causes profondes pour dire pourquoi nous sommes dans une société qui est en perte de vitesse et de valeur, où tout va de travers, où on fait la promotion des comportements anti-moraux, où la normale devient normale. Bientôt. Donc, quand nous avons des citoyens comme Elim Bilobert, Maître Volbert, qui sont agressés comme cela, et que d'autres, peut-être qui sont des non-mêmes que nous ne connaissons pas, sont agressés tous les jours, dans Douala, dans nos villes, l'insécurité ne se limite pas seulement à Douala, c'est dans toutes nos villes, dans tous les pays africains. Il faut se poser les vraies questions et savoir que pour résoudre cette question-là, on ne va pas seulement demander aux maires, aux gouverneurs, aux préfets et tout ça de prendre des mesures de replâtrage, mais il faut aller au fond. Il faut une réflexion globale, à la fois qui implique les dirigeants et les populations, à travers des mesures qui seront prises comme le renforcement moral, parce que celui-là qui va agresser et poignarder a aussi une conscience, comme celui qui l'agresse, parce qu'un renforcement moral par la sensibilisation et l'éducation pourrait jouer, mais on ne pourrait pas se limiter à cela, parce que on a tendance à dire que une tête vide ou un ventre affamé
n'a point d'oreille, il faudrait donner du pain à la population, du pain, du travail. Mais si on va aller dans votre logique, on va quand même voir qu'il y a plusieurs villes développées, notamment dans le monde entier. C'est dans ces villes-là qu'il y a plus d'insécurité. J'ai parlé, je vais parler de développement. Voilà, parce que je ne vais pas parler de développement. Parce que je vais dans ce développement, il n'y a que les gens peuvent manger à leur faim. Voilà, parce que dans une ville comme New York, ceux qui agressent, ce n'est pas ceux qui mangent à leur faim. C'est pas ce que je dis. Jusqu'à là, je comprends véritablement pas, n'est-ce pas? Quand vous comprenez, c'est qu'à il y a des insécurités à New York, quand même, si on veut prendre l'indice du développement humain, vous allez voir que les gens vivent à New York avec plus $1 que dans une ville comme Douala. Dans une ville comme Douala, il y a la population. Je veux comprendre, n'est-ce pas? Je veux comprendre parce que vous dites que s'il y a trop d'insécurité, justement, c'est parce que nous sommes dans la pauvreté. Nous sommes dans la pauvreté. Et quand on est dans la pauvreté, ça veut dire que les gens, prenons ça simplement dans le cas d'abord du matériel, parce que non, il faut que les gens s'occupent. Parce qu'ils s'occupent pas, s'ils n'ont rien à faire au quotidien quand même, ils vont aller braquer, ainsi de suite. Non, c'est dans la pauvreté morale. Parce que celui qui va braquer, j'ai fait appel à la conscience tantôt. À la conscience. Parce que celui qui a un renforcement moral comprendra qu'il est mal d'aller tuer. Parce qu'on doit travailler sur les deux leviers. Vous ne voulez pas me contraindre ou m'imposer de dire nous allons travailler sur un seul levier, le côté matériel. Non. Le côté matériel prouve que justement les sociétés que vous avez appelées sociétés développées sont aussi confrontées aux problèmes de sécurité. Quand il y a l'indice de développement dont vous avez parlé, qui est matériel, on voit des gros immeubles, on voit à côté des bidonvilles. Alors au Brésil, on va voir les favelas. On connaît ce qui se passe dans les favelas, n'est-ce pas? Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas voir le développement seulement sur l'angle matériel, mais il faut comprendre que le développement doit tenir compte de tous les aspects. Revenons quand même pour parler du problème de sécurité à Douala. Est-ce qu'on n'a même pas l'impression même que plus certains sont même occupés là, qu'il y a même beaucoup de systèmes et il y a même beaucoup de malfrats qui se développent autour. Est-ce que l'urgence n'est pas ailleurs? C'est-à-dire trouver que à Bonapriso, simplement en l'espace de en 24 heures, on peut agresser 2 personnes. C'est forcément la pauvreté qui explique cela. Ça montre quand même qu'il y a une faille quelque part, notamment au niveau sécuritaire. Si vous continuez et vous persistez à faire des analyses comme celle-là, depuis 60 ans que nous sommes indépendants, nous sommes là-dedans, il y aura ce type d'agression, il y aura toujours ce type d'insécurité. J'ai même parlé d'insécurité politique. On peut même arriver. Restons dans le cas d'insécurité, on agresse les gens, on blesse les gens. J'ai dit oui. Ça veut dire que s'il y avait la peur de gendarme, si tout était sécurisé, si tout était organisé. Regardez le nombre des enfants qui se retrouvent. Je ne crois pas qu'on sera arrivé à ce niveau. Regardez le nombre des enfants qui se retrouvent à la rue. Regardez le nombre de filles, mères qui sont abandonnées et qui vont donner demain peut-être des filles, avec des enfants qui seront demain des futurs délinquants. Et que la sécurité sociale ne fonctionne pas dans notre pays. Regardons tout cela et si vous voulez vous limiter et vous cantonner juste à l'épiphénomène, nous allons trouver des solutions de replâtrage, comme je l'ai dit, mais nous resterons dans la quadrature de cercle. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Chaque fin d'année, il va falloir qu'on prenne quelques mesures de replâtrage pour lutter contre l'insécurité. On va consommer quelques budgets et je suis désolé, mais nous n'allons pas véritablement résoudre le problème de l'insécurité dans nos pays. D'accord. Le problème d'abord sécuritaire immédiat, c'est-à-dire qu'on résout ce qui est là, ce qui est d'abord sur place, et puis on peut procéder à une refondation totale. Oui, mais il faut également relever à Rodolphe Diallo que certaines personnes ont fait du braquage, de l'agression, leur business. Donc, que ce soit dans des sociétés développées, tout à l'heure vous parliez des États-Unis, il y a également l'insécurité là-bas. Donc je pense que ici, il n'est pas question de dire qu'on va mettre totalement un terme à l'insécurité, parce que ce n'est pas faisable. Il y en a qui ne vivent que des agressions, du braquage des banques, des personnes. Donc, ils ont fait de ça leur business. Ils ne vivent de ça et parfois ils sont soutenus par des grosses têtes. Donc dire qu'on va mettre fin à l'insécurité revient à dire
qu'il est important d'abord de détecter les différents foyers où ces gars qui dorment en journée et s'en vont agresser des personnes en soirée ou dans la nuit peuvent être interpellés. Donc, ils doivent être interpellés et je pense que nos services de renseignement sont au courant qu'il existe des gars de ces gens qui font leur business la nuit, qui détectent, qui identifient des personnes à agresser ou alors des structures des banques à aller agresser. Et parfois, certaines langues laissent croire qu'ils sont de mèche, ces braqueurs sont souvent de mèche avec certaines autorités ou alors certaines forces de défense et de sécurité. Donc, pour dire qu'on va mettre un terme totalement à l'insécurité dans la ville de Douala, c'est faisable, mais il faudrait que ceux qui nourrissent ces personnes qui agressent chaque jour soient également interpellés ou alors soient inquiétés, même si ce sont des autorités de la République. D'accord. On va mis de Foucha, cet incident arrive, notamment au moment où des 10 gouverneurs des régions sont du côté du Yaoundé, notamment pour tabler sur les situations politiques, mais aussi sécuritaires. Au Cameroun, on parle plus de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. C'est vrai que c'est une réunion qui est semestrielle, c'est une tradition dans une nation comme le Cameroun. Que peut-on attendre de nouveau? La réunion se termine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau? Peut-être comme résolution forte dans ce qui va se passer, dans ce qui se passe à Yaoundé depuis hier. Nous, à notre niveau, dans la convergence panafricaine, nous ne voulons pas rêver. Nous savons déjà que c'est le train-train quotidien dans nos enclos coloniaux. C'est la reproduction d'un système de gouvernance qui nous a été imposé, qui est hérité de la colonisation, qui n'est pas en adéquation avec nos besoins, nos réalités et nos espérances profondes. C'est la raison pour laquelle ça ne peut produire que des miasmes que ce que nous voyons avec l'insécurité dont nous parlions tantôt. C'est pas pessimiste. Non, nous sommes très objectifs par contre. On dit nous ne voulons pas rêver, mais nous savons ce qui a lieu de faire. Et c'est ce que nous expliquons justement. Vous rêvez pas, vous faites quoi? Nous disons ceci, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin que de prendre les mesures de replâtrage. Nous sommes d'accord avec les mesures de replâtrage. Ça permet de gérer dans l'urgence. Dans l'immédiat, c'est un step, c'est une étape, mais il faut aller plus loin. Rien ne nous empêche d'aller plus loin. Rien ne nous empêche d'oser. Et c'est parce que nous sommes optimistes et afro-optimistes que nous demandons aux autres d'oser. Aller plus loin, c'est quoi? Aller plus loin, c'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un mal en Afrique, un mal qui ronge la société africaine, il faut attaquer le mal à la racine. Et maintenant, comme l'Afrique est sclérosée par plusieurs mots qui sont enchevêtrés les uns dans les autres, il faut faire une analyse, une véritable analyse, pour comprendre quelle est la cause première qui engendre tout cela. Et trouver donc des réponses stratégiques pour résoudre ces problèmes. Au lieu de continuer à guérir les symptômes d'une maladie qui ronge un grand malade, au lieu de s'attaquer au mal. Et c'est ça que nous dénonçons et nous déplorons, avec la manière de faire actuelle, qui est celle qu'on faisait déjà il y a plus de 60 ans. On ne peut pas continuer à faire les mêmes erreurs sur des décennies. Soit ça veut dire, nous n'avons pas de vision. Mais pourtant, il y a des grands hommes en Afrique qui ont la vision. Et justement, la convergence panafricaine a un programme qui s'appelle la vision. Parce que nous pensons que nos dirigeants et nos leaders actuels doivent être des visionnaires. Didier Ndengezou un peu souris pour revenir à la question centrale, fondamentale. Que peut-on attendre de la réunion semestrielle? Je crois que c'est la dernière de l'année qui se tient du côté de Yaoundé. Des mesures fortes? Oui, des mesures fortes, on en a besoin sur l'ensemble du triangle national, notamment dans les 10 régions de notre pays. À cette période de crise et de tensions, d'attaques, de provocations,
il est important que les gouverneurs qui se sont réunis, alors qu'ils sont en plein travaux actuellement, prennent des vraies mesures pour que l'insécurité quitte un peu, s'éloigne de nos villes, de nos villages, parce que c'est leur devoir. Donc, ils doivent garantir la sécurité des Camerounais, de tous les Camerounais. Donc il est important qu'il en ressorte des résolutions concrètes qui peuvent être matérialisées sur le terrain. Donc on attend vraiment des vraies dispositions au sortir de cette... Mais il y a quand même que l'élection sénatoriale, c'est pour le 6 décembre, c'est-à-dire... régional. Oui, régional, merci. Ouais. C'est pour le 6 décembre. Le 6 décembre. Ouais. Et ce sont des conseillers municipaux, mais également des chefs traditionnels qui vont participer. C'est le collège électoral qui vont aller voter. La situation est préoccupante dans deux régions, principalement le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Je ne sais pas jusqu'ici comment est-ce que les gens vont faire pour voter là-bas. Avec l'enlèvement des élèves, est-ce que peut-être Atlantadi va annoncer des mesures particulières, parce que on se dit quand même que depuis là, la situation va crescendo de manière l'insécurité va grandissant quand même dans ces deux parties du pays. Oui, nous espérons que le ministre de l'administration territoriale va prendre des dispositions vraiment pour garantir une élection vraiment libre et transparente, comme on a l'habitude de dire, dans ces deux régions-là, parce que le statut spécial doit être installé et la vie doit reprendre son cours normal dans les deux régions en crise depuis 2016. Donc il est important ici là pour le ministre de l'administration territoriale de concert avec le ministre de la Défense et la gendarmerie, en fait, des forces de défense et de sécurité, qu'il est important que ces deux régions aient une élection afin qu'on puisse retrouver les régions Boya, Bamenda, qu'on connaissait avant, ces deux belles régions de notre pays. D'accord, allez. Merci infiniment, messieurs, d'avoir accepté notre plaisir. Notre invitation. Merci à vous, Bami de Foutrada. Je vous remercie. D'accord. Merci à Marcel Bounet qui a réalisé une mise en onde de cette émission. Merci aussi également, je vous l'ai dit, à Daphné Mengue qui a mis en direct sur notre page Facebook cette autre édition. Demain était un autre jour. Retrouvons-nous demain, s'il plaît. Dieu. Pas besoin de verser dans l'injure, dans la polémique ou encore la diffamation. Ici, seules les critiques constructives sont les bienvenues. Au clair de la lune.